Peut-être que Vincent, on peut dire un tout petit mot dans le cadre du DU, puisqu'en fait, bon, on est ravis, parce que c'est une session qui est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, mais c'est une conférence qui a lieu chaque jeudi soir dans le cadre du diplôme universitaire Intelligence artificielle et santé, donc qui est porté par la faculté de médecine de Lille depuis, c'est la 2e édition en fait que l'on organise avec Vincent Sobanski. Et dans ce cadre-là, donc il y a 6 séminaires, et pour chaque séminaire, on fait une session le jeudi soir qui est ouverte. Alors, normalement, c'est en présentiel, c'est à l'amphi multimédia de la faculté de médecine, mais ça, c'était l'ancien temps. Et en tout cas, on est ravis. Donc, il y a à la fois les étudiants du DU, et cette année, il y a à peu près 25 inscrits. Et puis, il y a aussi l'ensemble des personnes intéressées. Et c'est vrai que Thibaut et Vincent ont fait une communication active dont ils ont le secret sur Twitter, et probablement aussi d'ailleurs Alban et la société Glimmer, d'après ce que j'ai compris. Peut-être Vincent, je te laisse dire un mot si tu veux compléter, et sinon je passe la parole à Thibaut qui... Oui, merci Grégoire. Écoutez, donc, simplement dire effectivement qu'on est ravis de vous accueillir. Grégoire a précisé donc, le cadre du DU, vous dire que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche plus générale autour de l'intelligence artificielle. Alors même si ce terme est bien sûr très galvaudé, mais c'était une vraie dynamique au sein de notre campus et vraiment au sein de l'écosystème, avec un fort soutien de l'institution pour monter un entrepôt de données de santé avec un projet qui a commencé en 2017, qui a été financé et qui a permis de monter une équipe qu'on appelle Include, avec un entrepôt de données santé donc, qui est maintenant fonctionnel et qui regroupe 1,5 million de patients depuis 2008, qui est conforme au RGPD, avec des projets qui ont déjà commencé. Donc, vraiment, cette dynamique de l'entrepôt de données santé a permis de cimenter quelque chose, puisqu'elle a permis de rapprocher les équipes cliniques qui étaient proches de ces thématiques ou qui avaient un intérêt, et puis les équipes expertes de ces méthodes, en particulier donc, au sein de l'Université de Lille. On pense notamment au laboratoire Cristal et puis bien sûr à l'INRIA. Donc voilà, des gens qui n'étaient pas forcément habitués à travailler ensemble, grâce à Include, finalement, disposent d'une plateforme. Voilà. Et puis, bien sûr, le DU est venu compléter ça. Donc, on est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce séminaire donc, qui a été organisé par Thibaut et Philippe. Désolé, quand j'ai fait admis, Vincent, ça t'a coupé, je crois. Est-ce que c'est revenu là? Donc je disais, voilà, Thibaut et Philippe donc ont choisi d'inviter la société Glimmer donc à intervenir, et en particulier Alban Grandjean, donc qui va se présenter et présenter la société. Et donc, comme vous l'avez vu, on va s'intéresser ce soir à l'intelligence artificielle en imagerie des urgences, qui est probablement la thématique qui rassemble beaucoup de monde et qui fait que cette conférence ce soir a du succès, avec bien sûr toujours le côté finalement assez clinique d'emblée de penser pragmatisme, développement, déploiement, les recommandations et puis bien sûr les limites, hein, parce que on a bien sûr eu cette bulle en IA qui a évidemment touché le monde de la santé, et je sais que Thibaut est très attaché sur voilà, le côté assez terre à terre, d'avoir une lecture toujours clinique de ces outils, d'élaborer le maximum de grilles de lecture, de recommandations, de standardiser. Et qu'il a été fortement investi dans la Société française de radiologie sur ces aspects. Et évidemment, en tant que professionnel de santé, on s'inscrit entièrement dans cette dynamique. Voilà. Donc, on est ravis de vous accueillir tous les deux, et puis on vous laisse la main. Merci Vincent. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je remercie Alban Grandjean d'avoir accepté cette sollicitation pour ce séminaire. Je vais lui laisser entamer sa présentation. L'idée étant de faire une articulation avec d'abord la vision, je dirais, industrielle, puisque Glimmer est une société qu'elle va vous présenter, mais qui s'intéresse particulièrement à l'IA en traumatologie, avec une thématique autour des fractures. Et on va voir d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils sont arrivés. Et je compléterai après par une approche un peu plus axée sur l'implémentation de ce type d'outils, les recommandations de bonnes pratiques qui ont été édictées par la Société française de radiologie. Et puis, on aimerait avoir un temps de discussion et de débat aussi avec vous autant que possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat ou alors dans le temps final. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur cette thématique qui sont intéressantes à discuter. Donc, je me tais et Alban, je te laisse commencer.
Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous quelques insights de Glimmer ce soir. Donc, je suis Alban Grandjean, je suis responsable de la recherche clinique pour Glimmer. Et en fait, aujourd'hui, pour répondre à la question de Thibaut, je vais utiliser finalement la trajectoire de Glimmer pour essayer de vous illustrer le développement d'une solution d'IA et essayer de vous alerter finalement sur les différentes étapes du développement d'une telle solution, mais aussi les choix que peuvent faire les sociétés qui se lancent dans ce domaine. Encore une fois, pour essayer de vous donner des éléments pratiques et pragmatiques de jugement et d'évaluation de ces solutions. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je veux bien. Alors, donc, que vous m'indiquiez quand ça fonctionne. Normalement, Alban, il y a une flèche en bas de l'écran. Ouais, mais en fait, il m'ouvre les préférences et je ne sais pas pourquoi il m'empêche. Tu peux choisir, si ton diaporama est ouvert dans un PowerPoint adjacent, normalement, il te propose de sélectionner la fenêtre concernée par le partage. Oui, en fait, c'est le recording qu'il n'aime pas. Et, je ne sais pas pourquoi. Pour ne pas avoir les options, il faut cliquer sur le bouton principal et non pas la petite flèche en haut à droite. Je ne sais pas si c'est ça. Mais... Non, en fait, c'est le recording. Après, je peux l'interrompre aussi, Axel, et le remettre après. Ouais, je veux bien, parce que je pense que c'est ça qui bloque. Ok, je l'arrête. Merci. Si j'y arrive, en tout cas. Je retente. Attends, pour l'instant, c'est pas arrêté. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok, super. Merci pour votre patience. Alors, je vous propose du coup de démarrer. Donc, encore une fois, je reviens sur la trajectoire de Glimmer et j'utilise un petit peu cette historique pour vous détailler les différentes étapes de notre développement. Donc, Glimmer, c'est une société qui a démarré en décembre 2017 sur la base de constats partagés. Et je pense qu'il y a des membres de la radiologie autour de ce call. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que le volume d'images médicales à interpréter explose, qu'en revanche, le nombre de radiologues disponibles pour les interpréter n'augmente que faiblement. Ce qui nous amène à un constat qu'aujourd'hui, environ 75% des radiographies standards, en particulier, ne sont pas interprétées, et en particulier évidemment celles qui sont faites dans un contexte d'urgence ou de soins non programmés. Et on va le voir du coup évidemment que c'est le cas pour les radiographies traumatiques. Donc c'est vraiment sur la base de ce constat que 3 associés ont pris le pari de se lancer dans ce champ d'application, donc de la radiographie standard, qui est un peu aujourd'hui la laissée pour compte de la radiologie, puisque l'imagerie lourde prend de plus en plus de place, pour essayer d'apporter une solution qui améliore, qui fiabilise le diagnostic en radiographie standard, tout en augmentant la productivité de l'interprétation et de la lecture. Donc c'est vraiment le parti pris pour en fait venir accompagner les radiologues et pour absorber ce volume énorme d'examens, sans avoir la prétention de les remplacer, au contraire, mais plutôt pour leur permettre de se réapproprier cette modalité d'imagerie qui, malheureusement, aujourd'hui est un peu laissée pour compte parce que leur expertise, finalement, est nécessaire sur d'autres types de techniques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur quelques catégories de barrières et d'obstacles qui se présentent quand on essaye de développer des solutions d'IA en santé, pour vous montrer quels sont les choix qui ont été faits chez Glimmer. Un premier choix évident va venir sur la technologie et je vais détailler très très rapidement, mais je pense que vous avez eu des éléments déjà dans le programme du DU sur la technologie. Je vais m'arrêter un petit peu sur les aspects réglementaires parce que je pense qu'aujourd'hui, ça reste une des grosses barrières à l'entrée et une des questions finalement constantes à résoudre en termes de protection des droits et des libertés des personnes. On va regarder un petit peu la partie validation clinique, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces algorithmes finalement puissent présenter un bénéfice pour la pratique clinique courante et pour la réalité du terrain. Pour finir sur les aspects plutôt d'intégration et d'adoption, donc essayer encore une fois de dépasser les a priori sur l'intelligence artificielle
et surtout de créer un produit qui n'est pas juste un algorithme, hein, mais qui est un produit fini qui est utilisable en routine clinique. Donc voilà, donc Glimmer, démarrage en 2017 avec une première levée de fonds en 2018 qui a permis vraiment de lancer l'aventure de manière très concrète avec donc nos associés et notamment Noredine Régnard, donc un radiologue qui du coup dirige la partie médicale et oriente énormément le développement de produits. Et un premier enjeu qui se présente quand on souhaite développer une solution d'IA, c'est évidemment la collecte de données, puisque pour se lancer et faire de l'apprentissage, je pense que vous l'avez vu, il faut collecter des données et collecter déjà un gros volume de données. Donc pour ça, Glimmer a décidé de se lancer dans des partenariats avec des grosses structures qui possèdent évidemment des gros ensembles de données, avec la volonté surtout d'aller chercher de la donnée, mais de la donnée qui est représentative finalement des différents types de populations qui peuvent être prises en charge, notamment en imagerie traumatique. Donc, vraiment de s'attacher à travailler avec des groupes d'imagerie qui servent une population assez vaste et assez hétérogène pour éviter d'introduire un quelconque biais dans les profils de population qui seront utilisés pour l'apprentissage de l'IA, avec aujourd'hui effectivement un biais évident qui est le fait que ces images ont été collectées en France, donc avec les profils, en tout cas les profils de population que l'on peut trouver sur le territoire français. Donc voilà, vraiment premier enjeu de récupérer, en tout cas d'identifier des gros volumes de données et de pouvoir les collecter. Et bien évidemment, dans la collecte de données, la première question qui se pose, c'est le droit finalement que l'on a à collecter ces données et à les utiliser à des fins de développement de produits. Donc, ce qu'on va venir faire, nous, c'est de collecter deux types d'informations. Puisqu'on travaille sur la radiographie standard, on va collecter les images d'ICOM, donc les images des examens, avec également le compte-rendu du radiologue. Donc, pour avoir vraiment ces deux informations-là, donc pour la collecte de données, deux questions se posent. D'une part, évidemment, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données-là? On a la chance, nous, de ne devoir travailler qu'avec des données anonymisées, puisqu'on n'a pas besoin des informations patients pour entraîner notre algorithme et développer notre solution. Donc, une donnée complètement anonymisée, et je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus, c'est une donnée finalement qui n'est plus concernée par la RGPD, puisqu'elle n'est plus considérée comme une donnée personnelle. Donc, à partir du moment où elle est entièrement anonymisée, on peut évidemment l'utiliser. La question qui se pose, c'est l'anonymisation constitue un traitement de la donnée, et pour le coup de la donnée personnelle, qui est la donnée d'examen. Et la question se pose du coup de savoir si on a le droit d'anonymiser des données au sens de la RGPD. Et là-dessus, la RGPD ouvre finalement ou fait une emphase sur le traitement des données médicales à des fins de développement de solutions de diagnostic ou en tout cas d'amélioration des prises en charge, en précisant qu'un traitement secondaire peut avoir lieu sur les données personnelles à partir du moment où le motif de traitement n'est pas incompatible avec le motif de traitement primaire, qui est évidemment l'acquisition des images à des fins diagnostiques. Donc aujourd'hui, on considère que le traitement à des fins, l'anonymisation à des fins de développement de solutions d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients n'est pas incompatible avec le traitement primaire de ces données. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on travaille vraiment sur ce paradigme et peut-être que demain, la jurisprudence fera que cette donnée va changer. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que l'on peut se permettre de collecter des données complètement anonymisées pour entraîner nos algorithmes. Après, évidemment, la question se pose de la technique d'anonymisation pour que ces données soient suffisamment anonymisées pour qu'on ne puisse pas remonter évidemment à l'individu. Et pour ça, finalement, on se base sur les recommandations du G29, qui est le groupe de travail de l'article 29, donc de l'ancienne directive européenne, qui donne finalement un cadre qui n'est pas forcément très précis d'un point de vue technologique, puisqu'il part du principe que la technologie va en évoluant, donc qu'on ne peut pas forcément figer les technologies ou les techniques admises pour anonymiser, mais qui donne déjà un cadre, à savoir qu'on considère
considère un examen anonymisé lorsqu'on ne peut pas mettre en œuvre de moyens raisonnables pour remonter à l'identité de la personne. Donc pour ça, très concrètement, nous, ce qu'on fait, quand on collecte des comptes rendus, par exemple, on ne va collecter que le corps du compte rendu et on va complètement supprimer l'entête de façon à éviter qu'il y ait une donnée personnelle à l'intérieur. Quand on collecte des images d'ICOM d'un examen de radiographie, on va avoir différents types de traitements. Sur les tags d'ICOM, on va supprimer l'information, évidemment, l'information patient. On va seulement garder l'âge et le sexe parce que ça peut avoir des implications sur justement les profils de population et les profils de nos bases de données. Et on va, si jamais il y a des informations patients qui sont vraiment sur les images, on a des algorithmes de reconnaissance de caractères qui vont venir analyser ces images et venir écraser ou brûler cette information en réécrivant dessus pour éviter qu'il y ait une quelconque donnée personnelle visible sur ces images. Donc ça, ce sont les types de traitements que l'on peut faire pour tirer à la fois le compte-rendu et les images. Et puis derrière, la dernière question qui se pose, c'est effectivement ce lien entre compte-rendu et image d'ICOM, où là, finalement, on vient faire un petit jeu de table de correspondance, puisqu'il y a un code qui vient lier les deux et qui nous permet, avec des tables de correspondance temporaire, de malgré tout garder ce lien entre compte-rendu et image, parce que c'est quand même important derrière pour nous, le traitement qu'on va en faire, mais du coup de supprimer une quelconque identification possible du patient. Donc ça, c'est vraiment sur la partie collecte de données. Concernant la méthodologie d'export, donc là, pour ça, on a développé des technologies d'exporteurs qui s'installent directement dans les établissements de santé, pour, encore une fois, qu'il n'y ait pas de technologie qui se trouve chez nous, et pour que cette action d'anonymisation se passe directement dans l'établissement, évidemment, avant que les données ne sortent. Donc ça, c'est évidemment très important, et ce sont des contraintes et des processus à mettre en place très en amont et très au début, finalement, du développement d'une telle solution, pour rendre possible derrière toute la chaîne qui va en découler. Peut-être une limite à mentionner sur la partie données, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous vous rendez compte que évidemment les performances des algorithmes vont dépendre énormément des données utilisées pour l'entraînement et pour les étapes qui vont suivre. Donc une des limites évidemment, ça va être que toute donnée rare va être plus difficile à trouver, va demander beaucoup plus d'énergie. Et finalement, toute limitation dans le type de données que l'on va collecter va entraîner des limitations derrière dans les performances de l'algorithme que l'on va développer. Typiquement, des fractures qui seraient très très rares pour notre exemple, qu'on aurait du mal à trouver en grande quantité pour entraîner les algorithmes, entraîneraient de toute évidence une performance dégradée de l'algorithme. Deuxième étape, une fois qu'on a collecté ces données, pour nous, c'est de faire de l'annotation, puisque vous comprenez qu'on fait de l'apprentissage supervisé. Donc, finalement, la donnée n'a de valeur que si on arrive à pointer sur les images la présence ou non d'anomalies, et en l'occurrence ici, la présence ou non de fractures. Donc, pour cela, on a développé encore une fois, un processus d'annotation pour nous assurer que les annotations, évidemment, sont le plus proche possible de la réalité. Donc, on s'assure que les images soient annotées au minimum 2 fois, si ce n'est plus, et surtout pour que les annotateurs, en fait, ou l'annotation soit faite par un radiologue osteo-articulaire très expérimenté, plus le cas est difficile ou plus le cas est douteux. Donc, on a un système de scoring qui nous permet en fait de refaire passer des experts ou des super experts ou plusieurs experts sur les cas difficiles, justement pour trancher sur la présence ou non d'une anomalie. On a également développé une plateforme dédiée pour faire ces tâches d'annotation parce que c'est évidemment très chronophage. Donc pour automatiser un certain nombre de processus et surtout pour créer des raccourcis sur l'interface d'annotation, encore une fois, de façon à gagner en productivité et s'assurer que c'est quelque chose qu'on peut presque industrialiser en termes de processus, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Mais là, encore une fois, les algorithmes vont vraiment dépendre de la qualité de ces annotations. Donc pour nous, c'est un vrai savoir-faire qui est développé en interne à la société, pour
faire en sorte que ce soit des tâches qui soient très contrôlées, très reproductibles, et qu'on maîtrise vraiment toute cette chaîne. Si je continue finalement, une fois qu'on a les données à noter, donc on a vraiment une base de travail pour développer nos algorithmes d'IA. Donc évidemment, la partie R&D sur les algorithmes d'IA ne s'arrête jamais vraiment, hein. C'est quelque chose de continu qui a d'ailleurs même démarré en 2017 pour commencer à regarder l'état de l'art. Donc concernant les algorithmes d'IA, on utilise, comme beaucoup finalement, du Convolutional Neural Network, qui sont des techniques de deep learning qui s'adaptent assez bien à l'imagerie médicale et en particulier à la détection et à l'aide au diagnostic. Donc on fait de l'object detection, hein, les fractures étant un type d'objet à détecter dans les images. C'est le même type de technologies qui sont utilisées en computer vision sur la voiture autonome par exemple. Donc on utilise des modèles Facebook qui sont disponibles en open source et qui sont vraiment le state of the art. La difficulté, c'est qu'évidemment, il a fallu les adapter et beaucoup développer dessus pour les adapter au contexte de l'imagerie médicale et en particulier au contexte de la radiographie standard, avec un certain nombre de difficultés qui se sont posées. Ce sont des modèles qui sont très adaptés donc à des images de caméra, donc des images d'une taille fixe, des images de petite taille, des algorithmes qui, du coup, ont l'habitude de détecter des gros objets dans ces images. Et encore une fois, on leur pose un problème un petit peu plus complexe que les problèmes classiques d'object detection. Je pense que vous connaissez tous la problématique de détection de l'image du chat d'une image de chat dans une image. Donc ça, c'est vraiment une question oui-non. Y a-t-il un chat dans l'image? Nous, ce qu'on cherche à dire, c'est est-ce qu'il y a une présence ou non de fracture, mais on cherche également à localiser. Et ça, du coup, ça complexifie bien évidemment ces algorithmes. Donc, il a vraiment fallu adapter les différents modèles. Pour vous donner une idée, on a fait à peu près 260 expérimentations d'adaptation de ces modèles. On a retenu 40 modifications, une personnalisation de ces modèles, adaptation, pour arriver vraiment à quelque chose qui fit notre problématique de détection d'anomalies et de détection de fractures sur la radiographie standard, qui permet à la fois de gérer différents formats d'images et notamment de très grandes images, puisque vraiment la question posée, c'est de détecter de toutes petites structures, les fractures, dans de très grandes images, parfois 2000 par 2000, quand une image, on va dire, conventionnelle de caméra, c'est autour de 400 par 600. Donc vraiment traiter tout type d'image, être capable de détecter de tout petits objets, et puis d'avoir cette fonctionnalité qui permet de localiser la fracture. Et pour ça, donc, on a une fonction de régression qui permet finalement de faire fitter une boîte autour d'une région d'intérêt. Il a fallu également donc adapter la fonction de coût pour pénaliser les erreurs de détection bien plus que les erreurs de localisation, simplement parce qu'on veut être extrêmement précis sur la détection d'une fracture. En revanche, si la boîte est parfaitement autour de la fracture, à partir du moment où on met en valeur la zone d'intérêt, on considère que c'est suffisant. Donc, c'est vraiment une question de balance de cette fonction de coût entre les deux parties du modèle. Donc, à quoi on arrive? Vous avez un exemple sur la slide de notre algorithme qui s'appelle BoneView, qui fait donc de la détection de fractures sur les radios standards et qui a 3 types de résultats. Donc, évidemment, si l'examen est négatif, pas de boîte ou pas de région d'intérêt qui sont mises en valeur sur les images. Ici, vous avez un exemple de résultat qu'on appelle fract, donc un résultat positif de la présence d'une fracture. Et donc, le logiciel va renvoyer une boîte en trait plein sur l'image. Et puis, un deuxième type de résultat qui est ce qu'on appelle le doubt fract, où le système va renvoyer une région d'intérêt, mais en trait pointillé, qui sont finalement 2 niveaux de confiance dans la présence d'une fracture. Le premier, le fract, étant vraiment une confiance au-dessus de 90%, et le doubt fract étant une confiance au-dessus de 50% sur la présence d'une fracture. Ce qui permet d'adapter un petit peu aussi
l'outcome qu'on retient de l'intelligence artificielle. Le point fract ayant évidemment une excellente spécificité, tandis que le point d'outfract ayant, lui, une excellente sensibilité. Donc, on a finalement un algorithme d'IA qui détecte les fractures dans les radiographies standards. La question qui se pose maintenant, c'est que cet algorithme-là, pour le mettre entre les mains des praticiens, il faut en faire un produit complet, il faut qu'il ait une structure et qu'il ait une existence et surtout qu'il s'intègre dans le workflow de lecture et dans l'environnement de travail. L'idée étant ici de vraiment travailler sur l'expérience utilisateur pour réfléchir à comment est-ce que ces résultats d'intelligence artificielle viennent s'intégrer dans la lecture des images et dans l'interprétation par le radiologue pour venir en complément de cette lecture. Et pour ça, on a vraiment fait le choix de s'intégrer sur les plateformes de PACS, donc finalement de faire cet interfaçage avec les systèmes d'archivage et surtout les systèmes de lecture qui sont utilisés en routine clinique, de façon à ce que les utilisateurs n'aient pas besoin de changer d'environnement de travail et qu'ils puissent très facilement accéder aux résultats de l'IA et surtout que finalement n'importe qui puisse accéder aux résultats de l'IA ou n'importe qui a accès déjà aux images de radio puisse avoir également accès aux résultats de l'IA. Ce qui peut être le cas par exemple pour les urgentistes depuis les urgences. Donc on a vraiment travaillé sur cet aspect utilisateur pour proposer un modèle de produit où finalement l'IA vient traiter automatiquement les examens de radiographie qui sont générés par la machine d'acquisition et renvoyer les résultats directement dans le PACS. Donc dès qu'une image arrive sur le PACS, elle va être envoyée sur la gateway Glimmer, le processing va avoir lieu et l'IA va renvoyer les résultats directement dans le PACS. Donc quand le radiologue va ouvrir l'examen du patient, il va trouver les séries natives et les séries complémentaires donc, qui viennent avec les régions d'intérêt qui sont mises en évidence. Donc voilà comment ça se présente. Ici, on simule une interface de lecture où vous avez sur la gauche les deux incidences de cet examen qui ont été directement transférées sur le PACS et un intercalaire qui vous donne finalement le résultat principal de l'intelligence artificielle et les images qui ont été traitées par l'intelligence artificielle, chacune d'entre elles avec éventuellement les régions d'intérêt qui sont mises en valeur. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur cet examen avec une boîte en très plein, donc la présence d'une fracture. Et pareil ici sur la deuxième incidence, mais on pourrait évidemment avoir différents types de résultats comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'intérêt étant que pour le radiologue, il peut vraiment décider de d'abord regarder l'image sans IA, puis les régions d'intérêt poussées par l'IA, ou l'inverse, de s'attarder directement sur les régions d'intérêt de l'IA pour éventuellement ensuite regarder les images sans être gêné par la boîte qui est dessinée sur l'image. Alors, donc, on a un produit qui, a priori, s'intègre dans l'environnement de travail et dans la pratique clinique. La question maintenant, évidemment, c'est d'évaluer ses performances. Et pour ça, on s'est vraiment attaché à designer des études cliniques rigoureuses de façon à démontrer les bénéfices de l'algorithme et de l'utilisation de l'algorithme par les praticiens. Donc là, je vous présente un exemple d'études cliniques que l'on a menées, mais évidemment, il y en a d'autres, simplement parce que c'est l'étude que l'on a utilisée pour les aspects réglementaires et en particulier pour notre marquage CE, donc notre autorisation de mise sur le marché pour la France et le reste de l'Europe. Donc, c'est une étude pour laquelle on a collecté 600 examens acquis sur différents types de modalités, provenant de 17 centres différents et des différentes zones anatomiques qui étaient donc couvertes à l'époque par l'algorithme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de données dans lequel la prévalence n'est pas naturelle, puisqu'on a décidé d'avoir un examen négatif, donc sans fracture, pour un examen positif, donc avec au moins une fracture, et pour aller même encore plus loin, avec au moins une fracture non évidente, dans le sens où on voulait vraiment tester et challenger l'algorithme sur les cas difficiles.
Donc, c'est vraiment ce choix qu'on a fait. Donc, dans ce batch de 600, il y a 300 examens négatifs, 300 examens positifs, mais positifs avec des fractures difficiles. Ensuite, donc, premier point d'intérêt, c'est de regarder pour vous, dans les études de validation des algorithmes, la taille des cohortes qui sont concernées et la manière dont ces cohortes ont été et dont ces cas ont été sélectionnés, en particulier s'il s'agit d'une prévalence naturelle ou non naturelle, pour savoir si c'est représentatif de la réalité ou pas, ce qui était le cas ici, mais c'était vraiment choisi. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'on établit la vérité pour pouvoir se comparer? Et donc, le gold standard ici a été établi en premier lieu par 2 radiologues seniors expérimentés en ostéo-articulaire qui ont revu chacun des examens. Et si jamais il y avait une discordance entre les deux, un troisième radiologue ostéo-articulaire intervenait pour prendre une décision en consensus avec les 2 autres. Donc, c'est vraiment la méthode qui a été choisie pour avoir un gold standard assez puissant. Maintenant, évidemment, ce n'est pas la seule manière d'établir un gold standard. On pourrait imaginer avoir d'autres techniques, voire d'aller sur de l'imagerie scanographique, par exemple, pour aller encore plus loin sur l'établissement du gold standard. Donc finalement, nos 600 examens, ils ont été ensuite relus par 12 lecteurs. Et vous voyez ici un peu les différents profils. L'idée étant de regarder évidemment les performances de ces lecteurs avec et sans l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, pour chacun des lecteurs, ils ont eu 300 examens avec BoneView et 300 examens sans. Là, c'est pareil, c'est intéressant dans les protocoles d'études de regarder comment cette lecture a été faite, parce qu'on s'en aperçoit qu'il y a beaucoup de biais qui peuvent être introduits dans la manière de lire les examens. Un exemple, on s'est aperçu que ceux qui avaient commencé par la lecture avec IA avaient tendance à s'habituer et à apprendre du fonctionnement de l'IA. Et donc, ça changeait finalement leur comportement pour la lecture sans IA. Donc, voilà, c'est tout simplement des petits points d'alerte ou en tout cas des limitations qu'on peut trouver sur ce type de méthodologie. Pour vous partager du coup un petit peu les résultats, donc vous avez la courbe ROC sur votre gauche et vous voyez donc la croix qui est donc la moyenne de l'ensemble des praticiens qui ont lu les images. Donc, on trace ici la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. Et vous voyez donc avec l'aide de l'intelligence artificielle, en moyenne, encore une fois, on augmente à la fois la sensibilité de manière significative, mais également la spécificité, puisqu'on se rapproche de la gauche. Donc, c'est assez intéressant de se dire qu'on ne perd pas aussi en spécificité en utilisant ce type d'algo. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, aidés de l'IA, les praticiens sont plus performants que l'IA seule, que vous voyez sur la courbe rouge. Donc ça, ce qui reste évidemment en faveur du fait que ça reste un outil d'aide au diagnostic et que ça vient vraiment en appui des praticiens. Donc vous avez les résultats ici. Finalement, une outcome assez intéressante, c'est la réduction de 30% des fractures manquées. Encore une fois, rappelez-vous que là, on était vraiment sur des fractures difficiles qui ont été sélectionnées par les experts en ostéo-articulaire. Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est une étude qui nous a permis d'obtenir notre marquage CE. Et on a fait le choix de demander un marquage CE de classe 2A. C'est assez contraignant. C'est le type de marquage aujourd'hui qui est demandé pour des appareils d'imagerie médicale, donc des échographes, des radios ou autres. Évidemment, on aurait pu faire le choix d'aller sur du classe 1, mais il faut savoir, et ça c'est vraiment un point d'attention, que le classe 1, c'est une auto-certification, alors que à partir de la classe 2A, c'est une certification par un organisme externe, donc qui vient auditer votre processus de management et de gestion de la qualité qui doit être mis en place et qui vient donc évidemment régulièrement réauditer vos pratiques pour s'assurer qu'évidemment, on ne perd pas en performance. Donc ça, c'est quand même un point important à surveiller sur les différentes solutions commerciales qui peuvent être disponibles sur le marché, puisque c'est vraiment un niveau de contrainte qui est largement supérieur. On a vraiment fait le choix et ça, c'est aussi
choix interne hein, d'aller sur des études de validation clinique assez poussées. Et aujourd'hui, voilà, on est assez très content qu'il y a quelques jours, le journal Radiologie ait accepté cette étude pour publication. Donc, ce qui démontre aussi un choix de méthodologie relativement rigoureux pour ce type d'évaluation. Voilà, je vous partage quelques examens, mais je suis sûre que Thibaut le fera beaucoup mieux, simplement pour vous montrer et pour essayer de vous projeter un petit peu sur les bénéfices de ce type de solution. Quelques examens qui nous sont remontés hein, par des utilisateurs. Vous avez un exemple ici d'un dossier où l'IA finalement a été sollicitée rétrospectivement dans un second temps, c'est une patiente qui a engagé une procédure contre le radiologue pour avoir finalement manqué une fracture du calcanéum. Il y a une fracture malléolaire qui avait été bien détectée par le radiologue. En revanche, la fracture du calcanéum n'a pas été détectée. Et quand on passe l'examen et qu'on le fait traiter par Bonneview, on voit que cette fracture du calcanéum est bien détectée. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des biais de lecture qui sont bien connus en radiologie, hein, le satisfaction of search, de se dire qu'à partir du moment où on a trouvé une fracture ou une anomalie pour répondre à une question posée, on s'arrête là, ou en tout cas, on est moins vigilant sur le reste de l'examen. Alors, c'est vrai que voilà, c'est un des bénéfices de l'IA qui, évidemment, n'a pas ce type de biais et n'a pas voilà, de fluctuation de performance en fonction d'autres paramètres comme la fatigue, évidemment. Un autre examen, simplement pour montrer le type d'impact que peut avoir l'intelligence artificielle. Ici, c'est un jeune patient de 10 ans qui a fait une chute en roller avec une douleur à droite. Et l'IA a pointé finalement une fracture un petit peu subtile du toit du cotyle. Il y a un épanchement qui a été détecté à l'échographie. Et finalement, voilà, le fait d'avoir cette boîte poussée par l'IA a engagé le radiologue à faire une IRM pour vraiment confirmer, et qui a confirmé ici une fracture du toit du cotyle avec un refend articulaire qu'on voit bien sur l'IRM. C'est vraiment, voilà, je voulais prendre deux exemples très rapides pour essayer d'illustrer les possibilités, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui pourraient être partagées. Pour continuer du coup sur cette trajectoire de progression de Glimmer, donc on en est aujourd'hui avec un produit qui fonctionne, qui commence à être évidemment déployé dans différents établissements de santé. On a eu la chance d'avoir une levée de fonds Série A qui a bien fonctionné en fin d'année dernière, en septembre 2020, lors de laquelle donc, on a un certain nombre d'investisseurs européens qui sont rentrés au capital, dont la MACSF, et plus d'une trentaine de radiologues, donc un fort signe aussi de crédibilité de la solution, pour nous amener donc aujourd'hui à finalement accélérer notre déploiement et surtout accélérer aussi le développement des futurs produits, donc compléter cette solution Bonneview de traitement et d'aide au diagnostic des radiographies traumatiques, mais venir après éventuellement investiguer d'autres types d'anatomie, voire d'autres types de modalités. Voilà un petit peu, donc pour conclure, j'espère que ça vous donne un petit peu une idée des différentes étapes que peuvent traverser les sociétés, ou en tout cas les jeunes startups de l'IA en radiologie, et que ça vous alerte sur différents choix qui peuvent être faits lors du développement de ces solutions-là. Et je pense que du coup, je passe la main à Thibaut, mais je serais ravie de répondre aux questions peut-être dans un deuxième temps après la présentation de Thibaut. Merci à tous pour votre présence. Merci Alban. Il y a une question de Victor. Peut-être je vais faire mon topo parce qu'il faut quand même que ceux qui partent à 19h puissent avoir vu les deux topos et qu'on fasse du coup le temps d'échange après si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on fait ça comme ça. Merci Victor pour ta question. On y répondra juste après. Elle a l'air vachement intéressante. Moi, je vais vous parler en fait je vais prendre la suite de ce qu'a dit Alban et je vais essayer de vous présenter un petit peu une vision de radiologue sur la question. Et normalement, ça devrait marcher. Hop, si je partage comme ça, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous me voyez correctement là? C'est bon?
Est-ce que c'est bon? Quelqu'un peut Oui, me c'est bon. confirmer? Ouais, c'est Ouais. bon? Ok. Et donc, du coup, pour commencer, donc, je m'appelle Thibaut Jacques, je suis radiologue au CHU de Lille, je suis chef de clinique, j'enseigne la radiologie à la faculté de médecine dans le cadre de cours et de conférences, et je co-organise ce DU avec Philippe Preux pour le séminaire sur de l'image, et je remercie Vincent et Grégoire de m'avoir reçu cette année. Alors, personnellement, j'ai pas de lien d'intérêt à déclarer avec Glimmer. C'est super important, même si c'est une diapo qui est classique dans tous les topos maintenant. Il y a, dans le cadre de l'IA, beaucoup de gens qui ont des conflits d'intérêts qui ne les déclarent pas forcément, et on est sur un domaine qui est parfois à mi-chemin entre la science et le business, donc il faut faire attention à ce que au son de cloche que vous écoutez, ça c'est un avis personnel. Dans le cadre du CHU de Lille, on utilise Bonneview pour des projets de recherche en traumatologie. Donc moi je suis radiologue musculo-squelettique, et il faut savoir qu'on interprète toutes les radiographies traumatiques en temps réel. Alors, quand on parle avec Glimmer, on se rend compte que c'est une chance qu'on a au CHU de Lille de fonctionner comme ça. Tous les centres ne peuvent pas se le permettre, et c'est vrai qu'on a ce luxe. Mais donc, en fait, on voit toutes les radiographies en temps réel, on voit tous les patients avant qu'ils repartent aux urgences avec leur compte rendu, et éventuellement les examens complémentaires qu'on réalise dans la foulée. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal pour évaluer ça sur un workflow, mais c'est du coup assez particulier. Alors moi, je vais commencer avec des exemples et des contre-exemples. Glimmer est quand même une solution qui marche bien et qui est française, et qu'on peut du coup saluer dans ce sens-là. Et en fait, je vais vous montrer des exemples en pratique pour voir un petit peu ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors ici, c'est une radiographie du bassin d'une dame qui avait fait une chute qui était assez modérément douloureuse. Et le radiologue, en voyant la radiographie, se dit, tiens, il y a une petite irrégularité corticale. Qu'en pense Glimmer? Alors, on l'utilise, donc on lance Glimmer parce qu'on a fait le choix de ne pas le mettre en automatique pour notre fonctionnement interne, pour ne pas perturber. J'expliquerai un peu pourquoi après. Donc là, on lance Glimmer, et Glimmer sort cette boîte en nous disant, là, il y a une fracture. Alors du coup, le radiologue se dit, ouais, c'est sympa, j'avais un doute là-dessus. Ça me renforce dans mon hypothèse. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Le doute était quand même existé, et il n'y avait vraiment pas d'autre douleur. Donc on a pu faire un scanner, mais on a décidé d'abord faire une incidence. Il y a des inlets et des outlets, donc avec un rayon qui est un rayon descendant. Et en fait, on retrouve bien cette fracture de la branche iliopubienne gauche. Donc là, c'est un exemple dans lequel finalement l'IA vient renforcer une hypothèse qui était plutôt crue par le radiologue à la base. Et donc c'est un renforcement positif. Et là, on se dit, ça suffit, j'ai mon diagnostic, je ne vois pas d'autres anomalies, le patient repart aux urgences avec son compte rendu, et ça a renforcé le diagnostic. Un autre exemple, un peu un même type de situation. Encore une fois, le patient a mal, est tombé. Donc on voit tous les patients, donc on se rend compte qu'il a vraiment mal. Et là, pour le coup, j'étais aux urgences ce jour-là, et moi j'étais sûr de ces deux fractures de branche. Quand on voit ça, on se dit, il y a une fracture de branche iliopubienne, une fracture de branche ischiopubienne. On va quand même lancer Glimmer, et Glimmer nous répond pas de fracture. Donc là, on est embêté, parce qu'on se dit, c'est embêtant, j'avais vraiment une forte suspicion. Est-ce que c'est moi qui suis mauvais? Cette fois-ci, on va au scanner. Et le scanner confirme l'existence d'une fracture de la branche iliopubienne. Donc là, c'est un exemple d'un faux négatif de l'algorithme, parce qu'il y en aura forcément, mais c'est rattrapé parce que le radiologue a une expertise et qu'on a accès à une imagerie de confirmation. Il est possible que sans IA, le diagnostic, on l'aurait juste dit sur la base de la radiographie, et peut-être que le scanner ici était de trop. C'est des éléments à discuter. Un autre exemple ici, alors ça c'est un examen qui était assez intéressant, puisqu'il y avait ou si je vous le montre, vous vous doutez bien que c'est un dossier qui n'est pas forcément simple, mais qui est du coup assez intéressant. Le radiologue était sûr qu'il y avait une fracture. Pour lui, il y avait cette irrégularité de face postérieure, corticale postérieure du radius. La fracture était positivée par le radiologue, mais l'urgentiste n'y croyait que modérément, voire pas du tout. Et donc, du coup, nous a demandé un scanner pour prouver l'existence de la fracture. Nous, on était sûrs de nous. On a quand même lancé l'algorithme qui nous a dit pas de fracture. Alors, on s'est dit, mince, on va encore passer pour des peintres à dire qu'il y a des fractures alors qu'il n'y en a pas. Donc, on a quand même fait le scanner, et il y avait une fracture. Donc là, c'est l'exemple de la nécessité d'avoir quand même une certaine expertise, puisque l'urgentiste plus l'IA se serait trompé sur ce cas-là, et l'urgentiste, ne croyant pas le radiologue, a quand même demandé à ce qu'on fasse un scanner, mais s'il n'y avait pas eu le radiologue, peut-être n'aurait pas demandé le scanner, puisque l'IA aurait répondu négatif. Il y a des données qui étayent un petit peu ça. Après, je vous montre ces exemples-là pour montrer les différents cas d'usage dans lesquels c'est parfois un peu plus compliqué. Et là, c'est un exemple intéressant de traumatisme du tarse, où vous avez peut-être tous vu cette fracture ici
du rostre du calcanéus. Alors, elle n'est pas forcément simple, mais on sait en tant que radiologue que c'est une zone à risque. Et donc là, ça illustre assez bien le satisfaction of search dont parlait Alban. On avait tous vu ça, mais on n'avait pas vu celle-là, hein, la petite fracture de phalange, qui pour le coup était popée de façon formelle par l'algorithme. Et donc là, on s'est dit, ah bah tiens, heureusement qu'il y a ça. Donc c'est vrai que le côté récupération de fractures pas forcément déplacées, qui sont dans un même champ qu'une fracture visible, peut-être parfois un peu difficile, qu'on est content d'avoir trouvé, ça c'est un bon usage aussi, et ça montre la complémentarité encore une fois. Tout ça pour dire que finalement, tout ça, ça reste des outils et ce qui importe, c'est comment est-ce qu'on les utilise. Alors, dans ce contexte, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté en 2020 à la SFR, donc la Société française de radiologie, qui a émis des recommandations. Alors, il y a beaucoup de recommandations qui sortent en ce moment. C'est une thématique qui est internationale pour laquelle il n'y a pas forcément une bonne réponse, mais en tout cas, la SFR a proposé ces recommandations qui ont été publiées dans le D2I en février 2021. Et que je vous propose d'illustrer pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a mené à ces différentes recommandations et peut-être permettre une ouverture un peu plus sur la réflexion autour de l'implémentation de ce type d'algorithme dans le cadre de l'urgence, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on parle d'urgence, mais demain c'est la suite de la médecine qui est concernée, et donc c'est important d'avoir un peu cette overview, je pense. Dans les prérequis, hein, il y a les diapos sont des copier-coller des recommandations, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui est derrière. Un des prérequis, et qui est vraiment l'idée générale, est de dire que l'objectif n'est pas de remplacer les radiologues sur site. Alors, on va voir ça comme du corporatisme, c'est ce qui peut s'entendre, mais en fait, ce que disait Alban, c'était assez vrai, c'est-à-dire que finalement, il y a des centres dans lesquels aucune radiographie traumatique n'est interprétée, c'est un fait. Il y a des centres dans lesquels toutes les radiographies traumatiques sont interprétées, c'est un fait. Donc en fait, il y a une réalité de terrain qui est assez différente, et donc il faut aussi comprendre les différences de réalité, mais que quand vous avez des radiologues sur place, sachant que le radiologue, on va voir, n'est pas là que pour dire il y a une fracture là et aller boire des cafés, même si c'est un peu les stéréotypes qu'on a de nous, il est aussi en fait un garant humain, et en fait tous ces outils-là ne sont pas des outils de diagnostic, ce sont des outils d'aide au diagnostic. Vous allez comprendre que la subtilité existe et est très importante. Pourquoi en fait finalement l'objectif ça reste d'avoir des gens spécialisés dans l'imagerie d'urgence sur place? Parce qu'en fait l'imagerie, donc là c'est le cadre de l'urgence, mais c'est vrai pour toute l'imagerie, ce n'est pas juste le diagnostic en fait, il y a tout ce qui va être avant, c'est-à-dire l'indication d'examen, la dosimétrie, la collaboration avec les manipulateurs, la gestion du protocole. Quel protocole est-ce que je fais? Est-ce que les images sont de qualité suffisante? Est-ce que j'optimise mes paramètres? Là, on est en radiographie, donc ça peut paraître un peu trivial, même si on sait qu'une radiographie mal faite, si elle est mal faite, si vous avez un 2/3 au lieu d'un 3/4, bah, votre IA peut ne pas voir les anomalies et votre humain non plus. Donc la qualité d'image est importante. Et là, on parle de radiographie, mais demain, même aujourd'hui, il y a des algorithmes d'IA pour du scanner, et en scanner, les protocoles, c'est encore plus important et encore plus sujet à des variabilités. Donc tout ce qui se passe en amont de la production d'images et aussi avec les manipulateurs sont des choses qui sont dans le domaine de la radiologie et qui ne répondent pas à des critères d'algorithme pour l'instant. L'interprétation, ce n'est pas juste dire il y a une anomalie et mesurer et classer, ça c'est des choses pour lesquelles l'IA peut nous aider, notamment dans le cadre de ce que fait Glimmer, mais c'est aussi la comparaison avec des examens antérieurs, des examens très, très lointains ou pas, et l'information clinique, comment est-ce qu'on intègre cette image dans le patient. Parce qu'en fait, finalement, les gens pensent que ce qu'on fait, c'est de la lecture d'image. En réalité, on fait une interprétation, c'est-à-dire qu'on produit un avis diagnostique sur une image basée sur un contexte qui est lui un contexte clinique, biologique, d'anamnèse, puisque quand on va voir les patients, nous, parfois, on se dit, il n'y a pas de fracture, on va voir le patient, il a mal à un endroit où on palpe, on centre des clichés, on fait d'autres examens, et la fracture, là, on la trouve. C'est-à-dire que l'objectif de la radiologie, c'est de trouver l'anomalie, et parfois, elle n'est pas sur les images, alors qu'elle existe, et elle peut se voir par d'autres modalités. Donc ça, c'est important aussi. L'interventionnel, c'est un peu en dehors du cadre de ce topo, mais ça, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a un épanchement qui fonctionne, comment est-ce qu'on gère ça? Alors, le reporting, c'est la fin finale. Le compte-rendu, c'est un peu notre Graal final. Il y a des algos aussi aujourd'hui qui proposent de la génération automatique de compte rendu, mais ce compte rendu, il faut qu'il soit de façon appropriée communiqué aux cliniciens, et puis il faut aller voir les patients, et puis voilà. Il y a plein de choses qui font que la radiologie n'est pas que la description d'une anomalie sur une image, ça serait beaucoup trop simple, et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et il y a toute une partie de l'imagerie qu'on oublie aussi, c'est juste former les gens, que ce soit nos étudiants, les autres radiologues, les cliniciens en regard, les manipulateurs, et
comment est-ce qu'on gère les questions administratives. Ça, c'est un autre débat, mais pour montrer que finalement, vous avez quand même intérêt à avoir des radiologues sur place, et si vous en avez, profitez-en. Alors, les 2 premières propositions de ces recommandations étaient en fait basées sur des considérations techniques, et on a en effet pris le parti de recommander que ce soit un marquage de catégorie 2A minimum qui soit requis pour ce type d'algorithme, parce que ça nous paraissait être un minimum de sécurité, en sachant que il ne faut pas confondre marquage CE et preuve d'efficacité clinique sur le terrain. C'est-à-dire qu'un marquage est un marquage de sécurité et un marquage basé sur des éléments in silico et quelques preuves cliniques. Mais ça ne présagera pas du fonctionnement de l'algorithme, ce n'est pas une garantie sur le terrain de vos patients, du fonctionnement de cet algorithme-là. Mais c'est un minimum qui est nécessaire. Et de la même façon, nous, ce qu'on recommande, c'est que les sociétés restent assez transparentes. Alors, de plus en plus, c'est vrai, mais on l'a vu il y a encore 2-3 ans, quand il y avait une effervescence autour de ça, qu'il y avait une tendance à avoir un petit peu des claims, c'est-à-dire des affirmations un petit peu trop excessives par rapport à la réalité. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qu'on sait bien, c'est que finalement, les algorithmes ont tendance à moins bien performer quand ils sont déployés en pratique clinique, et c'est normal, et c'est basé sur ce que vous expliquez, Alban, sur ne serait-ce que la fluctuation de prévalence de la pathologie, de population qui va différer, de machine qui va différer. L'important, c'est d'avoir une idée de cette fluctuation, qu'elle ne soit pas trop importante, sinon vous perdez l'intérêt de l'algorithme. Mais il faut savoir qu'il y a des variations de performance de l'algorithme, de la même façon qu'il y a des variations de la performance de vos humains aussi. Ce sont des choses qui existent. Et donc finalement, il faut rester assez humble là-dessus et arriver à communiquer pour comprendre réellement où sont les performances qu'on vous propose. Et les sociétés qui vous vendent des algorithmes doivent être en mesure de vous prouver une forme d'efficacité, en tout cas de preuves scientifiques, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de sociétés qui n'avaient pas de preuves, et il y en a encore beaucoup qui n'ont pas ou très peu de preuves dans ce qu'elles font. Je prends un exemple ici pour montrer un peu le drop de sensibilité. Alors vous connaissez peut-être tous ce type de représentation qui sont les courbes ROC, hein, qui représentent en fait la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité, et vous savez que plus l'air sous la courbe va être importante, c'est-à-dire plus votre courbe va venir affleurer ce point en haut à gauche, meilleures seront les performances intrinsèques de votre algorithme. En tout cas, c'est la façon de comprendre les choses. Ça, c'est un exemple qui n'est pas de l'urgence, mais qui est tiré d'un article de Google sur leur mammographie. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous voyez, eux, ils ont des humains, premier lecteur, deuxième lecteur, et le consensus qui sont là. Cette courbe est intéressante parce qu'elle montre qu'ils sont en mesure de créer un algo qui marche, ok. Mais en fait, quand ils le changent de cohorte, c'est une cohorte américaine, ils passent sur des datasets anglais, et bien en fait, on se rend compte que ne serait-ce que ça, votre courbe, elle perd clairement, elle a un drop dans son AUC, c'est-à-dire qu'elle est moins performante sur un dataset qui est extérieur. Et donc, ça veut dire que si vous êtes un Américain et que vous achetez un algo qui est comme ça, eh ben, vous êtes content, et que si vous êtes un Anglais et que votre copain américain vous a dit « moi, ça donne ça chez moi » et que vous vous retrouvez là, ben, vous êtes peut-être moins content. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des notions là-dessus. Alors ça, c'est de la recherche, mais ça peut tout à fait exister en vie réelle. En sachant qu'il y a une limite aussi, c'est que souvent sur ces graphiques, et Alban aussi l'a fait, mais ça c'est normal parce que c'est visuel, c'est qu'on montre généralement un radiologue moyen, ou en tout cas un humain moyen. Il faut savoir que l'humain moyen, et on en parlera dans le cours de lecture critique demain matin, a tendance à prendre la tangente, c'est-à-dire que l'humain moyen peut refléter des gens qui sont très sensibles, des gens qui sont très spécifiques, des gens qui sont très bons et des gens qui sont très mauvais, et tendance à faire une moyenne qui finalement est un assez mauvais comparateur par rapport à ce qu'est la réalité du terrain. D'autant plus que, et ça Alban vous l'a dit aussi, souvent les humains dans ce type d'études sont évalués sur des datasets qui sont très enrichis, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple 50% de fractures. Moi, je n'ai pas dans mes datasets 50% de fractures, donc si on me demande de lire 600 radiographies, il est possible que j'ai un biais cognitif quand je vais analyser des imageries, parce que quand je fais de l'imagerie tous les jours, j'ai peut-être 10 à 15% de fractures, donc peut-être que je vais avoir tendance à négativer plus d'imagerie pseudo-normale que de la réalité. C'est ce qu'on appelle le laboratory effect, c'est-à-dire qu'on sait que quand on évalue des gens sur des grandes séries a posteriori, ils sont moins performants que s'ils étaient amenés à voir la même série en prospective. Ça, on le sait, et donc on sous-estime parfois les lecteurs. Souvent, les lecteurs, ça, il faut le garder en tête. Ça ne veut pas dire que les études sont mauvaises, ça veut dire qu'il faut garder ça quand on réfléchit par rapport à des chiffres. Et on manque d'études prospectives, il n'y en a quasiment aucune aujourd'hui. Et pour rester sur les claims, c'est-à-dire ce que vont dire les sociétés, il y a eu, là, le 3 mars, vous voyez, il y a eu des débats autour des réglementations anglo-saxonnes, puisque maintenant, il y a un des éléments qui est en train de bouger, c'est que vous savez qu'il y a une tendance à un peu
survendre tout aujourd'hui, hein, que ce soit en médecine ou ailleurs. Et aujourd'hui, ces outils-là sont des outils d'aide au diagnostic. C'est-à-dire ce ne sont pas à proprement parler des medical devices, ce ne sont pas des outils qui sont autonomes dans le diagnostic. Mais si jamais les gens qui vous font cette communication-là laissent sous-entendre ce type de propos, en fait, l'usage réel qui est fait de l'outil est de la responsabilité de la personne qui vous le commercialise. C'est-à-dire que si un vendeur est suffisamment filou pour laisser croire que ce sont des outils de diagnostic autonomes, eh bien, en fait, c'est comme s'il venait faire auprès des autorités une claim, donc une affirmation d'autonomie de son outil. Et donc, dans ces cas-là, il s'expose à une réglementation qui est complètement différente de celle pour laquelle son outil est marqué et il prend des risques à ce titre-là. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins ça, mais ça persiste parfois. Alors, j'ai des exemples en urgence. Donc ce crâne scanner cérébral qui m'était proposé par Arnaud Attier de Grenoble, que je remercie, où l'algorithme n'avait pas vu ce saignement qui avait été repéré par le radiologue. Et un autre exemple qui est là aussi issu de l'article de Google, qui n'est pas de l'urgence, mais où 6 radiologues avaient vu ce cancer et leur algo ne l'avait pas vu. En fait, c'est très intéressant quand on monte des images, etc. Il faut quand même se rappeler que derrière, il y a des patients. Et c'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai envie que mes parents, on leur rate un saignement comme ça, on leur rate un cancer comme ça? La réponse est non. Mais j'ai envie que ça soit raté ni par une IA, ni par un médecin. Et c'est ça aussi le paramètre. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre ça en perspective avec le fait que nous-mêmes avons des propres biais. Et l'objectif, c'est quand même qu'on soit tous meilleurs grâce à l'IA, mais aussi grâce à la formation. La recommandation 3, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup pour l'instant, parce qu'il n'y a pas assez d'algos d'IA qui sont déployés, mais ce qu'on recommande quand même, c'est qu'en fait, il y a vraiment une algorithmovigilance, c'est-à-dire une forme de RMM, puisqu'il y aura forcément des erreurs de ce type, qui proviendront soit de l'humain, soit de l'algorithme, mais il faut qu'on puisse avoir dans les centres qui utiliseront ça, des retours, qui peuvent être des retours internes, pour voir ce qui a dysfonctionné, mais aussi des retours auprès des constructeurs, s'il y a quelque chose de systémique qui dévie. Et nous, en fait, enfin, en tout cas, quand je dis nous, c'est dans le groupe de travail à la SFR, on prône plutôt pour que les données ne soient pas directement dans le PACS, pour une raison qui est assez simple. Déjà parce que ça entraîne un biais cognitif dans la lecture, c'est-à-dire que quand vous voyez une image qui apparaît et que c'est déjà écrit en gros le diagnostic, ça peut entraîner un biais cognitif, ça reste à démontrer, mais ça peut le faire, c'est en tout cas ma conception des choses. Et puis aussi parce que le PACS, c'est-à-dire c'est le dossier médical du patient. Donc le patient, si demain, on n'a pas encore eu le cas, mais si demain le patient vous demande son dossier médical et que l'IA dans son dossier un élément qui est divergent, imaginons que l'algorithme ait répondu pas de cancer ou pas d'embolie pulmonaire, et puis que le radiologue a dit qu'il y avait une embolie pulmonaire et qu'il y en a une, mettons qu'il y en a une, pour de vrai, le patient fait une complication sous anticoagulant, demande son dossier et va demander pourquoi est-ce que j'ai des anticoagulants, sachant qu'il y a un algorithme qui avait dit que peut-être qu'il n'y avait pas d'embolie pulmonaire, idem pour la fracture. En fait, ça devient extrêmement compliqué, parce que du coup, on fait intervenir comme un outil de décision quelque chose qui en fait est de l'aide au diagnostic. Et au même titre que quand on reconstruit des images en volumique, quand on fait des segmentations d'artères, quand on fait des CAD, qui sont des versions un peu ancestrales d'aide au diagnostic, en fait, ça reste des outils d'aide. Et donc, ce qui doit compter, finalement, c'est l'output final, le diagnostic final, peu importe par qui il est porté, par le radiologue ou par l'urgentiste dans certains cas, quand l'imagerie n'est pas vue par un radiologue. Mais finalement, c'est ce diagnostic-là qui prévaut. Et mettre systématiquement des images auto-annotées dans un PACS, ça peut leur conférer aux yeux des patients et peut-être même aux yeux de la loi une valeur diagnostique supérieure à leur réelle valeur d'aide. Et donc ça, il y a tout un débat autour de la responsabilité. Je vous invite à lire ce témoignage de David Gruson qui a été relayé par la MACSF sur l'évolution de la responsabilité médicale, puisqu'aujourd'hui, ce sont les gardiens de l'outil qui sont responsables de la défaillance de l'outil. C'est-à-dire que si demain, votre algorithme d'IA dans votre centre est défaillant et que vous faites un diagnostic erroné à l'aide d'une prédiction erronée, vous êtes responsable. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on va aller vers un régime de responsabilité sans faute ou pas? C'est des questions qui vont se poser. J'avance, ça va aller assez vite pour la suite, mais cet exemple-là, cette recommandation-là, c'est de dire que dans un centre, on parle de l'hôpital, là, parce que c'est un exemple assez poignant et c'est assez actuel. On sait que l'IA intéresse tout le monde. L'idée, c'est que quand on parle d'une prise en charge de patients, on sait qu'on est quand même beaucoup de professionnels qui sont impliqués là-dedans. Et quand un de ces professionnels-là souhaite déployer un outil d'IA dans sa pratique et que ça peut impacter la prise en charge du patient, il faut que les autres professionnels de la filière soient informés. Parce que moi, si demain, un collègue commence à implémenter dans son coin un outil d'IA
qui va entraîner derrière, pour moi, un surplus de 25% de scanners, dont 90% seront négatifs. Ça va poser problème pour la dosimétrie, ça va poser problème pour mon flux de travail. Réciproquement, si moi j'implémente un algorithme qui va positiver 90% d'embolie pulmonaire, alors que non, et que les patients derrière vont tous aux urgences, alors que pas forcément, il faut que les gens dans la filière soient au courant et que ça rentre dans un projet d'établissement, parce que ça impacte les filières, ça peut impacter les filières, c'est pas démontré, mais ça pourrait. Et en fait, c'est un exemple de chez Viz.ai. Viz.ai, c'est une société qui déploie un algorithme de détection précoce des AVC qui a obtenu son marquage FDA. Et en fait, tout leur marketing, c'est de montrer, en haut ici, vous avez la prise en charge classique d'un patient qui arrive à l'hôpital pour une suspicion d'AVC et puis qui met environ 2 heures avant d'être traité. Enfin, c'est leur statistique américaine. Et eux, ils proposent carrément que le patient soit scanné d'emblée et que Viz.ai propose une analyse automatisée et prévienne automatiquement tout le monde, les radiologues, les neurointerventionnels, les neurologues, etc. Et que du coup, c'est censé réduire le temps. Ça pose plusieurs problèmes. Déjà, le problème, c'est qu'en France, pour un AVC, on fait des IRM, donc c'est un peu embêtant quand même. Et puis, deuxièmement, ça pose le problème que ça confère à cet algorithme-là une valeur d'interprétation intrinsèque, ce qui n'est pas le cas. Et ça veut dire que demain, vous pouvez avoir des algorithmes qui vont commencer à s'exciter et puis réveiller tout le monde à 3 heures du matin pour rien, toutes les 10 minutes. C'est hypothétique, mais il faut savoir que conférer à ces éléments-là, à ces algorithmes-là, des valeurs de prévenir tout le monde en urgence par SMS, hein, c'est par SMS, c'est très disruptif. Alors c'est très original aussi et c'est ce qui fait leur force d'un point de vue de la vente, mais il faut se rendre compte de ce que ça signifie pour l'humain en fait, hein. Et ça, c'est peut-être le point le plus important et je finirai là-dessus, c'est que tout doit être mis en œuvre, à notre sens, pour limiter ce qu'on appelle les biais des utilisateurs et notamment la perte de compétences et le deskilling. Alors le deskilling, c'est quelque chose qui est connu par exemple dans le domaine de l'aéronautique et c'est très bien documenté sur en fait, la perte de compétences quand le travail est pré-mâché finalement. Et ça se voit surtout pour des gens moins expérimentés. Et on a pris les internes et les non-experts. Au sens non-expert, on parle non-expert de l'imagerie, même si certains radiologues ne sont pas forcément experts du musculo-squelettique. Et voilà, mais globalement, il faut se rendre compte de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un article qui est paru dans Nature Digital Medicine pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et qui s'appelle Do As I Say, avec un petit jeu de mots sur AI, et qui montre en fait les conséquences du déploiement d'un algorithme d'IA. Alors ici, c'est en radiographie thoracique dans un contexte d'urgence, donc des patients qui ont une radiothorax d'urgence. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, ils ont pris 138 radiologues et 127 médecins qui n'étaient pas des radiologues, mais qui étaient quand même des gens qui étaient familiers avec la radiographie thoracique d'urgence, en l'occurrence des internistes et des médecins, des urgentistes américains. Ils étaient considérés, donc les radiologues étaient le High Expertise Group et les autres étaient le Lower Expertise Group, et non pas le Low Expertise Group, Lower, parce qu'ils sont quand même habitués à voir ce type de radiographie. Alors, donc en fait, le design de l'étude, c'était ils avaient une dizaine de radiographies à revoir chacun, et ils avaient un advice, donc un conseil qui était donné, donc ils avaient la lecture avec et la lecture sans conseil, enfin plutôt sans puis avec un conseil. Et le conseil pouvait être soit correct, soit erroné, et provenir soit d'un humain, soit d'une IA. Et l'idée, c'était de voir quel va être l'impact d'un conseil correct ou d'un conseil erroné, suivant qui provient d'une IA ou d'un humain, sur le diagnostic final. Alors, ce qui est intéressant déjà, donc vous avez ici l'évaluation par l'opérateur de la qualité du conseil. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que les radiologues étaient généralement assez en mesure, de façon significative, de détecter un conseil qui allait être un conseil plutôt erroné. Typiquement, si on vous dit qu'il n'y a pas de fracture alors qu'il y a une fracture, eh bien, les radiologues, c'est-à-dire que l'expérience permet d'avoir une meilleure critique du conseil erroné qu'on va vous donner. Et finalement, ça n'augmente pas tant que ça. Quand le conseil est positif, ça ne change pas grand-chose. Mais quand le conseil est erroné, les radiologues sont plus enclins à se rendre compte qu'il peut être erroné. Et en fait, ça décroît avec l'expérience. À l'inverse, les radiologues sont assez enclins à plus croire un conseil provenant d'un humain, même s'il est erroné, qu'un conseil provenant d'une IA. Ça, c'était assez intéressant. Ça montre aussi un peu le scepticisme parfois. Alors que les urgentistes, que ce soit un humain ou une IA, il n'y a pas de préférence dans la valeur du conseil, ce qui montre aussi peut-être la confiance que les urgentistes portent dans certains de leurs radiologues. C'est pas dans l'article, mais ça pourrait être vu ainsi. Ça, par contre, c'est super intéressant. Ça montre qu'en fait, quand le conseil est correct,
Globalement, les performances des radiologues, c'était à peu près 85-87% de diagnostics corrects, et des urgentistes, c'était à peu près 75%. Ça, à la limite, c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les deux cas, vous avez une chute significative de la valeur diagnostique, en tout cas de la performance diagnostique, quand le conseil est inaccurate. C'est-à-dire qu'avoir un outil ou un humain qui vous donne un mauvais conseil, même si vous êtes un expert, ça vous entraîne une perte de performance qui est majeure. Et c'est pas différent que ce soit un conseil provenant d'une IA ou provenant d'un humain. Et ça, c'est majeur, ça montre qu'en fait, on sera toujours limité par ça. Et ça, c'est le risque, c'est finalement de se dire, je vais tout le temps faire ce que l'IA me dit, comme ça, je vais finir par me lisser sur la courbe et je ne prends plus de risques. Ça, c'est le problème. Et finalement, tout ça, ça correspond à être la somme des biais. Les biais humains existent, les biais du système existent, et c'est là, en fait, où il nous faut plus d'études pour voir comment ça va impacter notre pratique. Au final, le seul moyen qu'on va avoir d'être efficace là-dedans et de ne pas justement tendre à se lisser vers un modèle qui va lisser les gens les moins bons vers le haut et lisser les gens les meilleurs vers le bas. Enfin, en tout cas, c'est le risque, c'est de tendre vers une courbe qui finalement perdrait l'intérêt d'avoir l'input humain qui serait l'input clinique et l'input d'expertise. C'est de continuer à être meilleur dans ce qu'on fait, avoir des algorithmes qui soient meilleurs, une meilleure compréhension des biais, et nous, en tant que médecins, continuer à se former, continuer à former nos plus jeunes, parce que c'est ça aussi le risque de ça, c'est que nos plus jeunes soient moins formés à l'interprétation des radiographies, et il faut qu'on continue à les entraîner, à tous s'entraîner pour devenir tous meilleurs et se tirer vers le haut, parce que l'objectif à la fin, ça reste quand même de faire un meilleur travail pour les patients. Et l'objectif, c'est que finalement, ce ne soit pas nos outils qui nous dessinent, mais nous qui continuons à dessiner nos outils. Je vous remercie. Merci beaucoup Alban et Thibaut pour votre présentation. Moi, c'est pas vraiment une question, mais plus effectivement un accord complet avec ce que tu viens de dire. Il est fondamental qu'on forme les jeunes, hein, et puis les moins jeunes aussi évidemment, mais les jeunes parce qu'ils vont peut-être avoir plus tendance à utiliser ça. Et on le voit au quotidien, hein, même quand l'IA n'est pas encore dans la routine, ne serait-ce que par exemple sur les comptes rendus de radio. Moi, je le vois avec les internes quand ils font les courriers, par exemple. Il y a souvent un compte rendu détaillé, il y a une conclusion. Et parfois, dans la conclusion, il y a la réponse à la question. Par exemple, je ne sais pas moi, pas de fibrose pulmonaire. Et en fait, quand on regarde le compte rendu détaillé, il y a nodule à surveiller dans 3 mois, machin. Et typiquement, dans les courriers, ils font CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire qu'ils prennent la conclusion et hop. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde de moins en moins les images. Encore avant, les radios, etc., on les regardait. Mais les scans, c'est rare on essaie de garder cette habitude dans le service de continuer à regarder les images nous-mêmes. Mais parfois, on n'a pas le temps. Et donc, on ne regarde plus les images. On n'a quasiment plus le temps ou pas. Dans le process, on ne lit plus le compte-rendu. Et en fait, on va direct à la conclusion et on fait CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, on voit que rien que sur les comptes-rendus, on perd de l'info qui est parfois pertinente, voire fondamentale pour la prise en charge du patient. Et donc, déjà là, on n'est pas encore assez bon. Donc, je rejoins complètement cette nécessité majeure que les plus vieux déjà soient formés pour qu'ils puissent former les plus jeunes, mais aussi qu'on incite les jeunes à avoir ces réflexes, parce que c'est tellement des outils qui sont fascinants et qui s'inscrivent rapidement dans une routine. On le voit aussi avec les systèmes où il y a des alertes, notamment pour les prescriptions, où finalement, quand on a toujours les mêmes alertes, on finit par ne plus les lire et on fait OK, OK, parce qu'il y a 5 fenêtres qui s'ouvrent et tout le monde appuie sur OK. Et en fait, on ne lit pas que ce jour-là, il y en avait une 6e qui était pertinente. C'est ce parasitisme de trop d'infos tue l'info. Finalement, ça crée un bruit de fond qui fait qu'on va à l'essentiel. Et donc, je rejoins complètement ce que tu dis. Moi, dans le cadre de l'urgence, alors c'est pas IA, mais quand je fais pas mal de gardes de radio aux urgences, je mets de moins en moins de conclusions et je préfère faire des comptes rendus
qui vont être lus. C'est-à-dire quand il y a des éléments, je sais très bien qu'aux urgences, si je dis des choses dans mon corps de compte-rendu que je ne reprends pas en conclusion, ça ne sera jamais lu. Et donc, du coup, plutôt qu'avoir cet effet pseudo-conclusion qui répond à la question et s'il y a des choses en plus, il vaut faire un compte-rendu peut-être un peu plus succinct, ou en tout cas condensé par paragraphe, qui fait en sorte que les gens vont au moins prendre 3 minutes pour le lire, et non pas 1 minute de lecture de conclusion, et pas voir ce qu'il y a au milieu, parce que dans le cas de l'urgence, ça peut être grave, et souvent, on n'a pas le temps de rectifier le tir, le patient est déjà sorti, etc. Alors qu'en programmé, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on a peut-être plus le temps de se poser et faire des choses plus habituelles. Ça, c'est un autre débat. Il y avait une question du coup de Victor qui demandait d'où venaient les 600 radiographies du test de Glimmer et que dans l'urgence, les radiographies étaient souvent de moins bonne qualité. Alors, en fait, là, il y a deux questions. C'est-à-dire que Glimmer, de ce que j'ai compris, de ce que je sais, a été entraîné sur beaucoup plus que 600 radiographies. On parle plutôt de dizaines de milliers de radiographies. Tu me corrigeras, Alban, pour le chiffre. Les 600 radiographies, c'est uniquement pour une phase de test, c'est-à-dire pour évaluer l'algorithme, en sachant que l'idéal, c'est d'avoir des radiographies qui ne proviennent pas du même endroit que celles qui ont servi à l'entraînement. Par contre, je rejoins l'avis de Victor. Nous, on a une étude en cours sur des coudes traumatiques, et on sait que le coude traumatique, c'est simple, c'est jamais de profil, parce que les gens, ils ont mal. Il y a une fois sur deux, il y a une attelle postérieure, donc les gens, c'est moche. Donc en fait, on sait que les radiographies provenant des urgences sont parfois des sources d'images de qualité moins bonne que des radiographies faites dans un centre de radiologie et dans un contexte où il peut y avoir une fracture, mais on n'est pas aux urgences. Je crois que c'est ça la question de Victor. Qu'est-ce que tu en penses, Alban, sur l'entraînement et Oui, effectivement, donc c'est comme tu l'as dit, et clairement, l'algorithme, il fait son apprentissage sur des bases de données énormes, et ça a été une question d'avoir des examens qui proviennent de centres équipés de services d'urgence pour justement avoir ce mix d'examens et avoir cette contrainte, comme tu disais Thibaut, sur les qualités, ou en tout cas les conditions d'acquisition qui peuvent être celles de l'urgence ou d'une programmée. Donc ça, c'est clairement quelque chose sur lequel on a été vigilant, puisqu'on veut faire des solutions qui répondent à un contexte traumatique. Donc, de toute façon, ça, c'est un premier point de vigilance. Là, sur les 600 examens, effectivement, on s'est assuré de faire en sorte qu'ils proviennent de 17 centres différents, dont des cliniques équipées de services d'urgence. Et voilà, de toute façon, sur des urgences, notamment en petite traumatologie, on sait qu'il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tarification secteur 2 sur des urgences, donc a priori, il n'y a pas de biais introduit sur la typologie de patients ou les conditions d'acquisition qui peuvent se présenter. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, sur la partie urgence versus programmée, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a été assez vigilant. Alors, la question de Laurence Hervé, c'était de dire, dans une situation où une IA n'a pas détecté une fracture, est-ce qu'on peut réentraîner? Alors, en fait, il faut savoir que les algos sont, c'est vrai pour tous, dès lors qu'ils sont marqués, ils sont frisés, c'est-à-dire qu'ils sont normalement, ils ne peuvent pas réapprendre sur les bases de données des centres concernés. Après, dans le cadre de deuxième version ou troisième version, il se peut qu'il y ait des retours de certains cas de pathologie. Par exemple, s'il y a des fractures, clairement, quand vous allez à Grenoble, il y a peut-être plus de fractures en rapport avec le ski qu'à Lille. C'est un exemple. Mais donc, c'est possible que dans le cas d'une V2 ou d'une V3, la société décide d'avoir des bases de données provenant plutôt d'un centre dans lequel il y avait plus d'erreurs pour réentraîner, mais dans ces cas-là, il faudra qu'elle refasse valider sa deuxième version, sa troisième version. Il n'y a pas c'est pas auto-apprenant sur site, sinon vous auriez en fait naturellement une déviation des performances, puisqu'en fait votre algorithme ne serait plus standardisé. Or, le but, c'est d'avoir quelque chose de standardisé, et après, il faut que dans les versions ultérieures, ça soit refait. Ah, c'est ma version, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Si je me trompe, tu me dis. Exactement, non, mais effectivement, on ne réentraîne pas. Par contre, on fait quand même la chasse aux faux négatifs et aux faux positifs, ça c'est clair. Et pour ça, donc on a dans nos partenariats une possibilité de travailler sur ces examens-là qui sont détectés et a posteriori de réentraîner, d'enrichir notre base de données, de réentraîner l'algorithme pour des versions ultérieures, comme tu l'as dit. Donc c'est ce qu'on fait déjà. Et c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce que je disais, sur des cas très particuliers. Tu prenais l'exemple du ski, mais ça a été le cas, par exemple, pour la pédiatrie. Il y a certains types de fractures sur certaines anatomies qui sont quand même moins courantes. Donc, ça nous prend plus de temps de collecter des données pathologiques pour entraîner l'algorithme. Donc, c'est ce qui est sorti, par exemple, sur une deuxième version de l'algo pour nous permettre aujourd'hui de couvrir la pédiatrie. Il y avait une question de Bruno qui était à terme, on pourrait reprocher aux radiologues de faire une perte de chance s'il n'y a pas d'IA. Ça, c'est une des questions sur l'avenir, en sachant que j'attire l'attention sur les non-radiologues que, attention, une IA aujourd'hui égale une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Glimmer, même si c'est un bon algo pour la traumato, s'il y a un cancer, il va vous dire no fract.
Restons quand même vigilants là-dessus. Sa prérogative n'est pas l'analyse de toutes les radiographies osseuses. De la même façon que les algorithmes qui font du saignement intracrânien en scanner, s'il y a une tumeur gliale, il vous dira no bleed. Voilà. Donc ça veut dire que la question aujourd'hui, c'est combien est-ce qu'il faut avoir d'algorithmes dans sa poche pour arriver à faire un travail suffisamment rentable, parce que ça coûte de l'argent aussi tout ça, donc c'est mis bout à bout, comment est-ce qu'on fait rentrer les choses. Donc ma vision des choses, qui est une vision personnelle, c'est qu'en fait, il y a certaines pathologies pour lesquelles le ratio intellectuel temps n'est pas forcément en faveur d'une pratique intensive. La fracture est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a énormément de radiographies standards, on peut faire beaucoup d'erreurs. C'est peut-être moins vrai pour de la pathologie fine en IRM, des choses comme ça. Donc à terme, il est possible que, ma vision des choses, c'est que les principaux algos qui vont arriver seront d'abord des algos sur des examens difficiles. Exemple, la radio-os, c'est difficile, quoi qu'on en dise. La radiothorax, c'est difficile. La mammographie, c'est difficile. Et il y a des impacts thérapeutiques qui sont énormes derrière, avec clairement une fracture non diagnostiquée du tarse. Ça peut être une arthrose 7-10 ans plus tard chez un patient jeune. Et ça, c'est quand même un préjudice clinique majeur. Et on sait que cette radiographie, on y aura passé 2 minutes, que ce soit le radiologue ou l'interne des urgences premier semestre. Et donc, ça veut dire qu'on prend un risque majeur pour le patient a posteriori. De l'IRM musculo-squelettique ou de l'IRM neuroradio pour des pathologies avancées, c'est moins vrai. C'est-à-dire qu'à mon sens, avant qu'il y ait des algos qui arrivent à prouver leur valeur là-dessus, c'est pas tout de suite. Donc peut-être qu'il faut déjà réfléchir dans notre pratique à nous, dans la pratique des gens qui posent les questions, quels sont les axes sur lesquels vous avez des choses où vous pouvez gagner en performance. C'est sûr qu'un centre en ville qui fait peu de traumato et qui fait beaucoup de scéno, peut-être aura d'abord un intérêt à aller voir vers la scéno et a moins de risques de faire des erreurs sur la traumatologie osseuse. C'est une question qui est compliquée. Aujourd'hui, la plupart des... Déjà, je pense que pour choisir son partenaire industriel, ses partenaires industriels, parce qu'il y en aura plusieurs, il y a des questions sur leurs publications et leurs preuves scientifiques, et ça, il y en aura de plus en plus qui seront nécessaires, et c'est comme partout, il y a des gens qui vendent des choses bien, des gens qui vendent du vent, il faut faire un peu attention à ça. Après, la plupart des choses sont testables dans une phase initiale pour voir déjà si ça correspond à vos attentes. Et puis après c'est sûr qu'il y aura la question du financement qui va se poser. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris en compte dans les modes de financement de la sécurité sociale. Or, ça a un coût. Et c'est sûr que ce coût-là, qui est-ce qui va incomber? Au patient, au radiologue et à la structure, où est-ce qu'il est pris? Et ça, ce n'est pas du tout tranché aujourd'hui. Peut-être simplement pour rebondir sur ce que tu dis, Thibaut, j'ai une question pour Alain. C'est quoi l'étape d'après en termes d'évaluation? Est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il y a un essai randomisé un jour? On compare des centres qui l'ont, des centres qui ne l'ont pas. Et est-ce que ce n'est pas ce qui sera attendu pour que ce soit remboursé? Probablement, ça c'est clair. Alors effectivement, dans les prochaines étapes d'évaluation clinique, il y a déjà, si on reste sur le rétrospectif, il y a étendre nos cohortes de population, hein, puisqu'on j'ai insisté sur le fait qu'on avait testé sur la population française, mais là on a des démarches par exemple pour tester sur la population américaine, pour pouvoir ouvrir le marché américain, mais aussi tester dans d'autres pays européens, hein, qui ont des parcours de prise en charge qui sont différents, des pratiques radiologiques qui sont différentes. Des personnes qui interprètent les radios qui sont différentes. Hein. Je prends l'exemple de l'Angleterre, il y a des manips qui sont habilités à lire les radiographies traumatiques. Donc, encore une fois, le bénéfice de notre algorithme, il peut être assez différent d'un pays à l'autre et d'une population à l'autre. Aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est que là, sur l'étude américaine, en tout cas, on retrouve des résultats très proches de l'étude française. Donc, c'est assez rassurant sur les performances de l'algo, mais clairement, la prochaine étape, c'est un essai randomisé, c'est du prospectif. Comme le disait Thibaut, hein, je pense que c'est clair que ce sera nécessaire demain pour convaincre le financeur de développer un modèle qui prend en compte ce type d'outil. Dans ce contexte, il y en a un que je cite que je connais, qui à ma connaissance est la première thérapie entre guillemets digitale remboursée, c'est MoveCare. Alors c'est assez différent, hein, je pense que c'est sur les cancers pulmonaires métastatiques et leur suivi, mais c'est un exemple de entre guillemets de recueil de données. Alors c'est un objet e-santé remboursé dans le cadre d'un essai randomisé. D'accord, donc c'est une piste pour vous que d'aller jusque là. Clairement. Moi, j'ai une question, tu l'as rapidement évoqué, je pense, j'ai cru l'entendre, c'est très important l'ordre. Est-ce que globalement, il y a d'abord une relecture, puis on montre le résultat de la probabilité de l'algo? Je pense qu'il y a d'ailleurs dans la réflexion, est-ce que une fois que la probabilité de l'algo a été donnée, est-ce que l'examen est remontré au même radiologue, alors sans faire des usines à gaz et des choses qui seraient complètement irréalistes d'un point de vue logistique? Mais comment est-ce qu'on évalue l'ordre dans lequel on donne l'information? À quel moment on donne l'info au radiologue pour ne pas trop le perturber? Comment tu vois les choses? Et peut-être Thibaut aussi d'ailleurs.
Ouais, c'est peut-être plus pour Thibaut. Nous, en fait, c'est vrai qu'on essaye de sortir de ce biais-là en mixant, et petit à petit, quand on complexifie un peu nos études d'évaluation, on essaye de vraiment mixer justement le moment où on donne accès à cette information pour voir, enfin, voilà, pour mélanger et s'assurer qu'on n'introduit pas de biais de ce point de vue-là. Euh, Après, c'est clair que voilà, il faudrait augmenter la taille des cohortes voilà, de celles pour qu'on puisse vraiment évaluer ce type d'impact. Aujourd'hui, nous, on essaie de mixer, c'est ce que j'ai montré dans l'étude, hein, dans l'étude. lecture avant avec IA et après sans IA et inversement. Mais déjà, rien que ça, on voit que si on fait juste cette simple séparation, on a vu déjà que ça introduisait un biais d'apprentissage. Donc c'est clair que c'est pas anodin. Peut-être que tu as Ouais, pris un avis sur le. nous, on évalue des choses. Enfin, en fait, nous, Glimmer, on l'utilise en push, c'est-à-dire qu'il n'est pas automatique, parce que on a un workflow qui est très particulier. Encore une fois, on voit toutes les radios. Alors, j'ai une question sur le chat là-dessus, mais pas forcément. Enfin, la nuit, on n'a qu'un radiologue sur place, donc on interprète sur demande, mais toute la journée en heure ouvrable, on fait toutes les radiographies en temps réel. Et en fait, on se rend compte, c'est moi qui pilote ça, mais on se rend compte qu'en fait, déjà ça impacte. Si on monte le fract ou le no-fract, ça impacte les personnes. C'est dur de quantifier comment, mais dans le cadre d'une autre étude qu'on fait avec un autre projet, on se rend compte, enfin, mon sentiment, c'est que ça va avoir tendance à surtout influencer négativement des utilisateurs moins expérimentés. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et après, il y a un biais, c'est qu'on met les gens dans une pièce, on leur dit voilà ce que dit l'IA, donc on sait qu'ils sont en condition d'hypervigilance, en se disant qu'est-ce que va me dire l'IA, comment je dois réagir. Et quand on fait ça, les radiologues experts ont tendance à peu changer d'avis, voire à être pas trop impactés dans un contexte donné d'interprétation, mais peut-être que si on dilue ça sur un workflow, bah, ils le seront aussi. Par contre, les utilisateurs juniors, c'est-à-dire ceux qui ont moins confiance en eux, c'est-à-dire les internes, les mêmes internes de radiologie et des internes des urgences, en fait, on se rend compte qu'ils sont très facilement, ils changent d'avis alors que parfois ils avaient raison. Et ça, c'est la chose qui peut être inquiétante. C'est qu'on a plusieurs cas où l'IA dit bah il n'y a rien, l'interne dit ah c'est dommage, bah, c'est moi qui dois, c'est juste c'est moi quoi. Donc quand les gens n'ont pas confiance en eux, indépendamment de ce qu'ils font dans la vie, ils ont tendance à croire ce que va leur dire autrui, c'est-à-dire que ce soit une IA, que ce soit l'algo. Voilà, c'est un algo ou un humain finalement, et ça rejoint les biais, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, l'interne des urgences qui voit une fracture et son chef lui dit non, il n'y a rien, il va dire ah, bah, c'est moi, alors il n'y a rien, et c'est en fait un problème qui est humain, c'est pas un problème qui est propre à l'IA, et l'article que j'ai montré le montre assez bien, c'est que finalement, peu importe d'où provient le conseil, s'il est mauvais, il va impacter à hauteur de peut-être 40% les diagnostics. Moi, c'était sur un outil d'aide à la décision médicale. Alors, c'était plus proche des outils qui font de l'over-alerting et qui polluent les gens sur les prescriptions. Mais je me souviens très bien que cet outil-là, pour avoir vu des gens qui revoyaient des cas, etc., ça avait une autre conséquence, c'est que ça diminuait le temps passé à étudier les atypies sur l'ordonnance, que très vite, en fait, on avait envie de se confronter à l'IA, quitte en se disant, et après, je vais continuer à réfléchir, mais en fait, ça raccourcissait le temps, dans mon souvenir. Enfin, c'est l'impression que j'avais, en tout cas, que l'on passait même à expérimenter. D'ailleurs, on a mesuré effectivement des temps de lecture qui étaient plus faibles, mais encore une fois, comme le disait Thibaut, hein, dans des contextes de relecture d'examen, donc vraiment sortis du contexte de routine clinique qu'on peut retrouver. Mais cette diminution de temps, oui, en général, elle est due au fait qu'on va tout de suite voir quels sont les curieux de savoir qu'est-ce qui... Et on va vérifier et donner son avis. Quoi. Là où je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, je rappelle quand même que, attention, quand on ouvre une radiographie, le diagnostic n'est pas écrit dessus. C'est-à-dire que c'est pas une lecture, c'est une interprétation. Et donc, en fait, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que si demain, vous me mettez un texte en japonais, alors je parle un peu japonais, mais pas beaucoup, vous me demandez de repérer tous les katakana, je vais y arriver sans forcément me rappeler ce qu'ils signifient. C'est-à-dire que le repérage de caractères universels dans du texte, dans de la prescription, sont des choses qui ne nécessitent pas beaucoup d'interprétation, alors que malheureusement, aujourd'hui, de facto, la radiologie est un travail d'interprétation. Et donc, du coup, ça peut encore plus impacter, puisque ça fait appel à une perception subjective. Alors, parfois, c'est objectif, il y a une fracture, ok, mais souvent, c'est subjectif. Et ça, du coup, quand on est impacté dans notre subjectivité, c'est là où ça devient vraiment dangereux. Enfin, ça peut devenir dangereux. Plus que dans du repérage de choses qui sont objectives. Et moi, mon fils de 6 ans, quand je lui montre une radiographie d'un coup explosé, il me dit que c'est une fracture, c'est pas un souci, quoi. Par contre, sans la petite déformation professionnelle là, sur les enfants légers. C'est ça, exactement. Bon, c'est très intéressant en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Il y avait une dernière remarque d'Antoine Malray. Ouais, 75% de radio interprétation. Le déploiement de Glimmer ne va pas diminuer ce chiffre.
C'est pas faux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, c'est-à-dire que c'est pas un outil d'interprétation, c'est un outil de flag. Après, on sait aussi que eux, ils ont Glimmer chez Antoine Malrès et à Saint-Philibert à l'Homme, ils ont Glimmer dans leur workflow. En fait, c'est vrai que ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces outputs, c'est-à-dire que si c'est les urgentistes qui y ont accès, si c'est les radiologues, qui fait le compte-rendu. En fait, au final, ça reste une question de responsabilité, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un outil d'aide au diagnostic, il faut que derrière le diagnostic soit fait et soit estampillé par quelqu'un, et ce quelqu'un, bah, ça va dépendre un peu de son expérience. Et moi, à mon avis, c'est qu'il faut quand même tendre à des workflows où, c'est toujours pareil, c'est un peu le principe de deuxième lecture. C'est comme pour le dépistage du cancer du sein, quand on montre à quelqu'un sans mammographie en lui disant elles ont toutes été flaguées normales, ça va plus vite parce qu'on sait ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on part sur une cohorte qui est homogène a priori négative et on sait ce qu'on doit chercher. Et donc là, ça peut être pareil de dire on a 70% d'un dataset de 150 radios normales, on passe une demi-journée dessus, ça va plus vite que les voir en première lecture et on sait ce qu'on doit chercher, c'est-à-dire l'erreur de la machine sur une fracture a priori subtile. Et donc, du coup, ça change la façon de travailler. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses, en sachant que je n'ai pas la réponse à la question, mais c'est sûr qu'il faut en faire quelque chose de cette prédiction, et ce n'est pas intrinsèquement, elle n'a pas de valeur. Et si le patient fait son recours, il aura raison. Et ce qui aura une valeur, ce sera l'arbitrage médical final. Et donc, il faut du temps radiologue. Tu as raison, Antoine. On va redire ça à la direction. C'est vrai. Ce sera peut-être la conclusion, Antoine, là, de cette conférence. S'il n'y a plus d'autres questions, on va vous remercier chaleureusement. C'était vraiment très, très intéressant. Et on n'a pas souvent l'occasion aussi d'avoir des industriels, entre guillemets, qui interviennent dans le cadre du DU. Donc, merci Alban aussi pour ce temps et pour ces explications. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à Thibaut pour toute cette organisation de ce séminaire qui n'est pas terminé. Non. Ça recommence demain. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.